Ce n'est pas la version qui a été racontée, mais la version qu'on a essayé de cacher. Cette tactique, Hannibal ne l'aurait jamais imaginée. Les fantassins lourds romains ont d'abord évacué les blessés, puis les fantassins légers ont dégagé les cadavres ennemis, avant de former une formation en arc. Les vétérans se sont placés sur les deux flancs de l'arc, suivis des soldats expérimentés, et enfin des nouvelles recrues vers l'intérieur. Les vétérans possèdent une grande expérience du combat. Ils sont mieux à même d'accomplir la mission d'encerclement sur les deux flancs. Une fois que Scipion eut réorganisé sa formation, la cavalerie numide, après avoir vaincu la cavalerie carthaginoise, revint sur le champ de bataille. Ainsi, la plaine de Zama a vu se rejouer la scène qui s'était produite 14 ans plus tôt sur la plaine de Cannes. Mais cette fois, les rôles étaient inversés. Hannibal assista impuissant à la mise à mort de ses propres gardes du corps, tandis que 15 000 de ses soldats furent anéantis à Zama. Lors de la bataille de Zama, plus de 20 000 Carthaginois furent tués, plus de 20 000 furent capturés, et les survivants s'enfuirent vers la capitale carthaginoise. Hannibal ne s'échappa qu'avec quelques cavaliers jusqu'à Hadrumète, tandis que les pertes romaines ne s'élevaient qu'à 1500 hommes. À la bataille de Zama, Scipion remporta une victoire totale, et Rome entama dès lors sa marche vers la domination du monde méditerranéen. Dans les guerres de l'Antiquité, il n'y avait ni tort ni raison, seuls les vainqueurs étaient rois, et les vaincus des parias. Avec le progrès de la civilisation humaine, on ne sait depuis quand, les gens ont commencé à distinguer entre guerre juste et injuste, même s'il existe bien sûr des exceptions. Par exemple, les Japonais, encore aujourd'hui, ne considèrent pas la guerre comme un crime. À leurs yeux, il n'y a que des vainqueurs et des vaincus, sans distinction entre justice et injustice. Si l'on juge Rome avec le regard d'un homme civilisé moderne, il ne fait aucun doute que tout le monde louerait la Rome d'avant la Seconde Guerre punique. La Seconde Guerre punique a duré 16 ans au total. Plus de 100 000 Romains y ont trouvé la mort, et plus de 10 consuls et généraux ont péri au combat. À cette époque, Rome était véritablement l'incarnation de la justice. Même envers Carthage, qui l'avait pourtant mise à rude épreuve, elle ne s'est contentée que de sanctions symboliques. Mais après la Seconde Guerre punique, Rome a progressivement emprunté la voie de l'impérialisme, et les critiques à son égard se sont multipliées. Le Sénat romain possédait une institution appelée le Premier Homme, poste occupé par la personne la plus influente parmi les 300 sénateurs. De 221 Jaiacé à 183 avec Jaiacé, Scipion, qui avait vaincu Hannibal, fut justement le premier homme de Rome. Après la bataille de Zama, Scipion fut honoré du titre d'Africain, ce qui signifie « celui qui a conquis l'Afrique ». Cependant, ce conquérant de l'Afrique n'eut pas le temps de savourer la gloire de sa victoire, car Rome entra de nouveau en guerre, cette fois contre la Macédoine sur la péninsule grecque. En effet, les cités-états grecques, menées par Athènes, avaient demandé l'aide de Rome, affirmant que le roi de Macédoine se prenait pour un nouvel Alexandre et voulait descendre vers le sud pour annexer toute la péninsule grecque. La Macédoine avait autrefois tenté de s'allier à Hannibal pour attaquer Rome ensemble, mais Rome avait habilement déjoué ce plan. Maintenant que la Macédoine s'en prenait aux cités-états grecques qui l'avaient autrefois aidé, Rome n'allait certainement pas laisser passer cela. En 197 avec la JC, Rome et la Macédoine se sont affrontés. L'armée romaine comptait 21 000 hommes, dont seulement la moitié venait de Rome et de ses alliés, tandis que l'autre moitié était composée de soldats issus des différentes cités-états grecques. La Macédoine, quant à elle, disposait de 26 000 soldats. Mais le résultat de la bataille a stupéfié tout le bassin méditerranéen. La Macédoine a perdu 8 000 hommes au combat et 5 000 ont été faits prisonniers, tandis que du côté romain, les pertes n'ont pas dépassé 700 soldats. Le roi de Macédoine, Philippe V, en fut complètement abasourdi. Il ne s'attendait pas à un tel écart avec Rome, et il proposa immédiatement d'ouvrir des négociations de paix. Rome a accepté d'ouvrir des négociations, mais les cités-états grecques n'étaient pas satisfaites. Elles disaient que si l'on épargnait la Macédoine, celle-ci pourrait donner naissance à un nouveau Hannibal, et qu'il fallait l'anéantir complètement. Rome répliqua cependant, si la Macédoine disparaît, qui arrêtera alors les Celtes du Nord ? Laisser une chance à la Macédoine, c'est aussi protéger la sécurité de la péninsule grecque. À peine une crise apaisée, une autre surgit. La dynastie séleucide de Syrie menaça Rome. La dynastie séleucide recommence à faire des vagues. Alexandre le Grand n'a mis que 10 ans pour établir sa domination sur l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Après sa mort, son vaste empire fut partagé entre ses généraux, donnant ainsi naissance à la dynastie antigonide de Macédoine, à la dynastie séleucide de Syrie, à la dynastie ptolémaïque d'Égypte, ainsi qu'à la plus modeste dynastie de Pergame. En y ajoutant Carthage, qui venait d'être vaincu, tous ces États étaient alors des puissances majeures autour de la Méditerranée. Aujourd'hui, Carthage et la Macédoine se sont déjà soumises, tandis que la Syrie et l'Égypte n'ont pas encore affronté Rome. Comme les cités-États voisines de la Macédoine étaient très mécontentes de la clémence de Rome envers la Macédoine, elles ont alors incité la Syrie à attaquer la Macédoine. Et si la Syrie a osé lancer une offensive, c'est parce qu'elle détenait un atout majeur, Hannibal. Après sa défaite, Hannibal était resté à Carthage, mais quelqu'un l'a dénoncé à Rome, affirmant qu'il complotait avec la Syrie pour préparer un mauvais coup. Rome a alors envoyé des enquêteurs pour interroger Hannibal. Voyant que ses plans étaient découverts, Hannibal s'est enfui en Syrie. Hannibal a alors conseillé au roi de Syrie, Antiochos, de commencer par anéantir la Macédoine, puis de conquérir la péninsule grecque, et, profitant de cet élan, de débarquer directement sur la péninsule italienne pour écraser Rome, accomplissant ainsi ce qu'Alexandre lui-même n'avait pas réussi à faire. Bien sûr, ce plan paraît complètement farfelu, et il n'existe aucune preuve
concrètes qu'Hannibal ait réellement donné un tel conseil. Quoi qu'il en soit, le roi de Syrie, Antiochos, s'était bel et bien préparé à attaquer la Grèce. Finalement, Rome et la Syrie se sont affrontés aux Thermopyles, sur la péninsule grecque, et le roi de Syrie, Antiochos, n'a pu s'échapper vers l'Asie mineure qu'escorté par les 500 cavaliers qui lui restaient. Mais la guerre n'était toujours pas terminée. Rome devait envoyer sa grande armée en Asie et vaincre Antiochos sur le territoire syrien pour obtenir une victoire totale. Rome considérait la situation comme extrêmement grave, car Antiochos, désireux de laver l'affront précédent, était en train de rassembler une armée de plus de 80 000 hommes, tandis que Rome ne pouvait au mieux envoyer que 30 000 soldats. Il dura donc confier l'expédition en Syrie à leur atout majeur, Scipion en personne. Cependant, Scipion avait déjà exceptionnellement exercé 2 mandats consécutifs de consul, et il n'était pas possible de faire une nouvelle exception. Le Sénat décida donc de nommer le frère aîné de Scipion, Lucius, au poste de consul, tandis que Scipion l'accompagnerait en tant que conseiller. Tout le monde savait très bien que Lucius était un homme plutôt médiocre, et qu'en réalité, c'était Scipion qui commandait l'armée. Ainsi, 9 ans plus tard, c'est-à-dire en 190 avant J-C, Scipion allait de nouveau affronter son vieil adversaire Hannibal. Entre les légions romaines et la phalange macédonienne, laquelle allait s'avérer la plus puissante? Alexandre s'était appuyé sur la phalange macédonienne pour partir de la péninsule grecque en Europe, conquérir l'Égypte en Afrique, balayer le Moyen-Orient en Asie et poursuivre sa route jusqu'en Inde sans jamais rencontrer de véritable adversaire. Quant aux légions romaines, grâce à leur puissant système de citoyens soldats, elles étaient devenues des survivantes invincibles. Peu importe la gravité de leur défaite, elles finissaient toujours par l'emporter. À présent, les deux camps vont enfin s'affronter en combat direct. De nombreuses années après la bataille de Zama, Hannibal et Scipion ont eu une conversation intéressante en Syrie. Scipion demanda à Hannibal « Qui est le plus grand général de cette époque ?» Hannibal répondit « C'est bien sûr Alexandre, roi de Macédoine. Il est allé jusqu'aux confins de l'Orient, un monde qui dépasse notre imagination, alors on ne peut que le qualifier de grand. » Scipion demanda encore « Et qui est le deuxième plus grand général ?» Hannibal répondit « C'est Pyrrhus, roi d'Épire. En tant que tacticien, il est le meilleur. Mais qui ?» Scipion poursuivit « Et qui est le troisième plus grand général ?» Hannibal répondit sans hésiter « Sans aucun doute, c'est moi. » En entendant cela, Scipion esquissa un sourire, puis demanda « Et si vous m'aviez vaincu à la bataille de Zama, quel serait alors le classement ?» Hannibal répondit « Dans ce cas, je serais incontestablement le premier. Alexandre et Pyrrhus devraient tous deux s'incliner. Alexandre et Pyrrhus doivent tous deux s'effacer. Partagez-vous l'avis d'Hannibal à ce sujet? S'il avait remporté la bataille de Zama, aurait-il vraiment accompli des exploits encore plus grands qu'Alexandre ? En 190 avant J-C, sous l'incitation d'Hannibal, la Syrie voulut annexer la Grèce puis envahir Rome. Ainsi, Rome et la Syrie s'affrontèrent en mer Égée. C'est Hannibal lui-même qui commandait la flotte syrienne. Mais peut-être parce qu'il n'était pas doué pour la guerre navale, il perdit à nouveau face à Scipion. À ce moment-là, le roi de Syrie, Antiochos, proposa d'entamer des négociations de paix, mais Rome trouva que les conditions offertes par Antiochos étaient trop mesquines, et les pourparlers échouèrent donc. Scipion mena alors une armée alliée de 34 000 hommes sur le sol asiatique, descendant le long de l'Asie mineure pour marcher contre la Syrie. Antiochos rassembla une grande armée de 60 000 hommes pour les affronter, et ainsi la légion romaine se retrouva face à la phalange macédonienne. Les commandants de cette bataille étaient des tacticiens de second ordre. Scipion, malade, ne put participer, et Antiochos n'utilisa pas Hannibal pour diriger les combats. Même si les forces romaines n'étaient que la moitié de celles de la Syrie, la victoire revint à Rome, car Scipion avait appris les tactiques d'Hannibal, à savoir changer de formation, puis encercler et anéantir l'ennemi par les flancs et l'arrière. De plus, Scipion fit rayonner cette tactique à Rome et la développa davantage. À cette époque, la dynastie séleucide de Syrie était l'héritière d'Alexandre, et utilisait donc la phalange macédonienne. La phalange macédonienne était également surnommée la Légion Hérisson. Une fois qu'ils levaient leurs lances de 7 mètres de long, il était pratiquement impossible de les vaincre de face. Mais leurs flancs et leur arrière étaient extrêmement vulnérables. Du temps d'Alexandre, ils compensaient ce défaut grâce à une cavalerie puissante. Malheureusement, la Syrie ne disposait pas d'une cavalerie redoutable, et encore moins d'un général tel qu'Alexandre, si bien qu'elle fut rapidement vaincue par les légions romaines. 33 000 soldats syriens périrent, tandis que les pertes romaines ne s'élevaient qu'à 324 hommes. Le roi de Syrie, Antiochos, se rendit sans condition à Rome. Après Carthage et la Macédoine, une autre grande puissance de la Méditerranée, la dynastie séleucide de Syrie, devint également un État allié de Rome. Rome déclara que Hannibal, protégé par la Syrie, était un personnage dangereux et exigea qu'Antiochos l'extrade à Rome. Ainsi, Hannibal dut de nouveau fuir, cette fois vers le royaume de Bithynie, situé sur la côte de la mer Noire. Scipion était au courant de cette affaire, mais il n'a pas envoyé de troupes pour poursuivre Hannibal. C'est ainsi chez les hommes. Dès qu'on est trop brillant, on suscite la jalousie. Surtout que Scipion occupait depuis des années la première place au Sénat, si bien qu'à peine rentré à Rome, il fut dénoncé. Celui qui le dénonça était un tribun de la plèbe, mais l'instigateur dans l'ombre n'était autre que le célèbre Caton l'Ancien. Furieux, Scipion se mit à invectiver les membres du Sénat. Mais la dénonciation se transforma en procès contre lui, et toutes ses anciennes affaires furent ressorties. Attristé, Scipion quitta Rome et se retira dans sa villa pour mener une vie d'ermite.
En 183 avec JC, Scipion l'Africain mourut dans sa villa de Liternum, à l'âge de 52 ans. Scipion refusa même d'être enterré sur le territoire romain, laissant ce testament. « Patrie ingrate, de quel droit pourrais-tu posséder mes eaux ?» Le hasard a voulu que, la même année, Hannibal meure également, sur la côte de la mer Noire, en Bithynie. En effet, un centurion romain avide de gloire demanda au roi de Bithynie d'extrader Hannibal vers Rome. Ayant appris la nouvelle, Hannibal avala le poison qu'il gardait toujours sur lui. Celui qui avait jadis bouleversé Rome, le tacticien hors pair que la postérité a surnommé le père de la stratégie, Hannibal, s'éteignit à l'âge de 64 ans. Ainsi, les deux protagonistes de la deuxième guerre punique quittèrent simultanément la scène de l'histoire, et Rome entra dans une nouvelle ère. Ce fut une guerre d'une cruauté inouïe. Il n'a fallu que 7 jours à Rome pour anéantir le tout premier empire du monde. Le temps a anéanti Carthage, qui existait depuis 6 siècles. Dans la ville de Carthage, hommes, femmes, enfants et vieillards, personne n'a été épargné. Qu'il s'agisse de murailles, de temples ou de simples maisons, tous les bâtiments ont été détruits. Et même les terres cultivées ont été recouvertes de sel. Ils ont même invoqué les dieux pour maudire cet endroit. Carthage est ainsi devenue une terre stérile, où rien ne pousse plus. Il est difficile d'imaginer que ce que les Romains ont fait à Carthage était en réalité motivé par la jalousie. Après avoir perdu contre Rome lors de la deuxième guerre punique, Carthage a non seulement perdu l'Espagne, la Sicile et la Sardaigne, mais aussi sa marine. Un peuple qui s'était enrichi grâce au commerce maritime ne pouvait désormais survivre qu'en cultivant la terre. Mais ce à quoi les Romains ne s'attendaient pas, c'est que les Carthaginois se sont également révélés d'excellents agriculteurs, et leur économie s'est rapidement redressée. Caton de Rome a toujours prôné l'anéantissement total de Carthage. Il avait un jour présenté aux membres du Sénat des figues produites à Carthage, en disant que des ennemis capables de produire des fruits aussi abondants vivaient à seulement 3 jours de navigation de chez nous. Caton était un orateur habile. Pour inciter les Romains à s'opposer à Carthage, il terminait chacun de ses discours, quel qu'en soit le sujet, par cette phrase « À mon avis, Carthage doit être détruite ». Sous l'influence de Caton, les Romains craignirent encore plus que la renaissance de Carthage ne représente à nouveau un désastre pour Rome. À ce moment-là, le royaume de Numidie multipliait les incursions contre Carthage, si bien que Carthage recruta 60 000 mercenaires pour donner une leçon à la Numidie, ce qui mit Rome en colère. En effet, après la deuxième guerre punique, Rome avait exigé que Carthage ne puisse engager aucune guerre extérieure sans son autorisation. Et de plus, la Numidie était l'allié de Rome. Carthage violait ainsi ouvertement les termes du traité. Rome envoya immédiatement 4 légions contre Carthage. Au final, non seulement Carthage ne parvint pas à vaincre la Numidie, mais elle attira aussi 4 légions romaines. Pour apaiser la colère du Sénat romain, Carthage promit de renvoyer immédiatement les mercenaires et d'exécuter le commandant de l'armée. Mais Carthage tarda à tenir ses promesses, si bien que Rome perdit toute confiance en elle et décida que, l'année suivante, les 2 consuls romains exerceraient leur mandat en Afrique du Nord. Cela signifiait que le principal champ de bataille de l'année suivante serait en Afrique du Nord. C'était une déclaration de guerre à Carthage. Cette fois, Carthage prit peur et envoya des émissaires à Rome pour demander grâce. Mais la chance n'était pas du côté de Carthage, car à ce moment-là, Rome était occupée à mater les Grecs. Rome avait déjà envoyé 2 expéditions dans la péninsule grecque et avait même anéanti la Macédoine. À présent, un nouvel individu était apparu, se prétendant descendant de la famille royale, incitant les cités-États grecques à se soulever contre Rome. Voyant les Grecs instables, Rome était en colère. Et c'est justement à ce moment-là que Carthage vint demander grâce. Le Sénat romain posa alors des exigences dures. Il ordonna aux Carthaginois de démolir leur capitale et de déplacer la population à plus de 15 km à l'intérieur des terres, loin de la côte. Si ces conditions n'étaient pas acceptées, il ne leur restait plus qu'à se préparer à la guerre contre Rome. Les exigences déraisonnables de Rome ont éveillé le sentiment nationaliste des Carthaginois qui se sont alors levés pour résister à Rome. La capitale carthaginoise s'est transformée en usine d'armement et les mercenaires dissous ont été rappelés. Les femmes se sont coupées les cheveux pour fabriquer des cordes pour les catapultes et les différences de richesse ont disparu. Tous les prisonniers et esclaves ont été libérés afin de défendre la capitale. Bien sûr, Rome n'a pas attaqué Carthage immédiatement. La déclaration de guerre contre Carthage a eu lieu en 149 et le véritable siège généralisé n'a commencé qu'en 147 à Pendant cette période, Rome a écrasé les rebelles menés par la Macédoine. Parmi eux, la cité-État grecque de Corinthe a subi le sort de l'anéantissement pour avoir insulté un sénateur du Sénat romain. La ville fut complètement détruite et tous ses habitants, hommes, femmes, enfants et vieillards, furent vendus comme esclaves. La seule chose non détruite fut les œuvres d'art, toutes transportées à Rome. Après Athènes et Sparte, Rome. Après Sparte, Corinthe, qui était la 3e ville la plus importante de Grèce, disparut alors de la surface de la terre. C'était un avertissement de Rome à tous les Grecs indomptables. Dès lors, les Grecs devinrent beaucoup plus dociles sous l'hégémonie romaine. Ensuite, ce fut au tour de Carthage. De 149 AVC à 147 AVC, Carthage avait déjà résisté avec acharnement pendant 3 ans face au siège romain. Au printemps de l'an 146 AVC, le Sénat donna l'ordre de détruire complètement Carthage, tout comme Corinthe. Ainsi, les légions romaines lancèrent l'assaut final.
La capitale carthaginoise fut finalement prise d'assaut, et des combats de rue éclatèrent au milieu d'un océan de flammes. L'armée romaine fouillait maison après maison, attaquant rue après rue. Ces combats de rue durèrent 6 jours et 6 nuits entiers. Refusant de se rendre, les habitants de Carthage, contraints à l'esclavage, furent au nombre de 50 000, enfants compris. Il fallut attendre l'époque de César, un siècle plus tard, pour que des êtres humains vivent à nouveau sur cette terre. En plus de 600 ans d'histoire, Rome n'avait encore jamais cherché à effacer totalement un ennemi de la surface de la terre. Pourtant, en 146 avant J.C., Corinthe et Carthage furent successivement rasés. Et quelques années plus tard, Numance, en Espagne, subit le même sort. Rome domina alors toute la Méditerranée et ses actes de barbarie devinrent incontrôlables. Nous savons tous que la Rome antique était déjà une république il y a 2500 ans, mais peu de gens savent à quel point ce régime républicain était chaotique. Il y eut autrefois 2 frères nommés Gracques, qui voulaient sincèrement améliorer le sort du peuple, mais ils provoquèrent une guerre entre les pauvres et les riches. Finalement, ces 2 frères, encore jeunes, furent jetés dans le Tibre par le Sénat pour servir de nourriture aux tortues. Les frères Gracques sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Il n'y a jamais eu de lâche dans leur famille, sur 3 générations. Leur grand-père maternel était Scipion l'Africain, celui qui a vaincu Hannibal, et leur père jouissait également d'une grande renommée. À l'époque où Scipion l'Africain fut jugé, c'est justement le père des frères Gracques qui prit sa défense, ce qui poussa Scipion à donner sa fille en mariage au père des frères Gracques. De plus, ce père et la fille de Scipion l'Africain, Cornélie, ont eu 12 enfants, mais seuls les frères Gracques et leur sœur, qui a épousé Scipion Émilien, ont survécu. La mère des frères Gracques était également une femme remarquable. Cornélie, leur mère, est considérée aux côtés d'Aurélia, la mère de César, comme une idole pour toutes les femmes romaines. De plus, le beau-frère des frères Gracques n'était autre que Scipion Émilien. C'est justement Scipion Émilien qui a remporté la 3e guerre punique et détruit Carthage. Scipion Émilien était le petit-fils adoptif de Scipion l'Africain. Ils portaient à tous les deux le nom de Scipion. Les générations suivantes, pour les distinguer, ont appelé celui qui a vaincu Hannibal et remporté la 2e guerre punique le grand Scipion, et celui qui a détruit Carthage et remporté la 3e guerre punique le petit Scipion. En 137 avant J.C., cette année-là, la Chine était sous le règne de l'empereur Han Wudi. Dans la Rome antique, à cette époque, le frère aîné des Gracques, âgé de 26 ans, fut élu questeur et envoyé en Espagne pour réprimer une rébellion. Mais les légions romaines, habituellement invincibles, furent complètement défaites. Et c'est finalement au petit Scipion qu'incomba la lourde tâche de mater la révolte. Le petit Scipion, trouvant l'armée régulière romaine trop médiocre, décida alors de former sa propre légion pour aller réprimer la rébellion en Espagne. Une révolte d'esclaves éclata en Sicile, et l'armée romaine fut incapable de vaincre les esclaves. Qu'est-il arrivé aux légions romaines, autrefois maîtresses de la Méditerranée ? Le frère Gracchus a trouvé la raison. Après avoir vaincu Hannibal, Rome est passée, en quelques années, du statut de simple chef de la Ligue romaine à celui de maître incontesté de toute la Méditerranée. Ce résultat a entraîné une augmentation soudaine de la richesse de Rome. Mais l'écart entre riches et pauvres s'est creusé de façon spectaculaire. À Rome, la société était divisée en classes selon la richesse des citoyens et l'impôt prélevé en fonction de leurs biens. Les impôts étaient prélevés selon les biens possédés. Quand Rome est devenue dominante en Méditerranée, ses richesses ont augmenté et elle a aboli l'impôt sur les citoyens. Ceux qui en ont le plus profité, ce sont les riches. Les riches ont investi l'argent supplémentaire dans l'achat de terres, puis ont utilisé des esclaves pour les cultiver. Or, la principale force militaire de Rome était formée par les citoyens de la classe moyenne. Après la guerre, ces citoyens revenaient et découvraient que leurs terres n'étaient pas compétitives face à celles des riches et que leurs récoltes ne trouvèrent pas preneurs. Pour survivre, ils devaient emprunter aux riches. Mais à cause des intérêts, ils n'arrivèrent plus à rembourser et perdèrent leurs dernières terres au profit des riches. Un grand nombre de citoyens de la classe moyenne sont ainsi devenus des prolétaires, c'est-à-dire des pauvres qui ne possédaient même plus de terres. Dans la Rome antique, les prolétaires n'étaient pas tenus de faire leur service militaire. Ainsi, lorsque la guerre éclatait, il n'y avait plus assez de soldats pour servir dans l'armée romaine. On dut alors enrôler les prolétaires et leur verser un salaire. Les prolétaires, qui ne possédaient plus de terres, pensaient seulement à leur solde pendant les combats. Ils n'avaient plus l'esprit de se battre pour défendre leurs terres comme avant, ce qui entraîna une chute brutale de la puissance militaire des légions romaines. Gracchus l'aîné a pris conscience de cette réalité et a décidé de venir en aide à ses prolétaires. En 134 avant J.C., à l'âge de 29 ans, Gracchus l'aîné fut élu tribun de la plèbe. Le tribun de la plèbe représente le peuple, et il peut s'opposer à l'ensemble du Sénat. Dès son entrée en fonction, Gracchus l'aîné a proposé plusieurs lois, dont la principale visait à limiter la quantité de terres que les riches pouvaient louer, à récupérer les terres excédentaires pour les redistribuer aux prolétaires et à leur accorder des fonds de démarrage pour entreprendre. À ce moment-là, le roi de Pergame, en Asie mineure, est décédé. Avant de mourir, le roi a demandé que le royaume de Pergame devienne une province romaine. En tant que province romaine, il n'était pas nécessaire de faire le service militaire, mais il fallait payer des impôts. Gracchus l'aîné prévoyait d'utiliser les impôts du royaume de Pergame pour subventionner les prolétaires. Normalement, après avoir terminé son mandat de tribun de la plèbe à 29 ans, Gracchus l'aîné aurait pu entrer naturellement au Sénat à 30 ans. Mais afin de faire appliquer sa loi de réforme agraire, il a demandé à être réélu au poste de tribun de la plèbe. Le Sénat refusait catégoriquement que Gracchus l'aîné soit réélu tribun de la plèbe, si bien que lors de l'élection suivante, une violente bagarre de masse a éclaté entre les partisans plébéiens et prolétaires de Gracchus et le camp des riches mené par le Sénat.
Du côté de Gracchus l'aîné, on utilisait des bâtons en bois, tandis que le Sénat utilisait des barres de fer. Donc Gracchus n'a pas pu l'emporter contre le Sénat. En tentant de s'enfuir, Gracchus l'aîné a été rattrapé, puis battu à mort. Ce jour-là, Gracchus l'aîné et ses partisans, soit au total 300 personnes, ont tous été battus à mort. Plus de 300 cadavres ont été jetés dans le Tibre pour nourrir les tortues. C'est la première fois qu'une telle tragédie se produit en 400 ans d'histoire de la République romaine, mais ce ne sera pas la dernière. Car ensuite, ce sera au tour du frère cadet des Gracques d'être jeté aux tortues. C'est la paire de frères la plus malheureuse que j'ai jamais vue. L'aîné, en tant que tribun de la plèbe à Rome, a pris la défense des pauvres et a fini battu à mort par le Sénat et les riches. Pour apaiser la colère des pauvres, le Sénat a pris une série de mesures conciliatrices. Tout d'abord, il a exilé quelques riches qui avaient mené l'affaire. Ensuite, il a annoncé que la loi agraire promulguée par le frère aîné des Gracques resterait en vigueur. Puis, il a nommé le frère cadet des Gracques pour poursuivre la mise en œuvre de la loi. Mais à ce moment-là, le cadet n'était encore qu'un jeune homme d'un peu plus de 20 ans. À l'époque de la République romaine, seuls les hommes de plus de 30 ans pouvaient occuper des fonctions publiques. Donc le frère cadet des Gracques ne pouvait provoquer de grands bouleversements. Heureusement, la loi agraire promulguée par son frère aîné a eu des effets. Le nombre de citoyens de la classe moyenne, pilier de Rome, a augmenté et Rome a connu quelques années de prospérité et de stabilité. Scipion Émilien, chargé de réprimer la révolte des autochtones en Espagne, remporta une victoire. Il prit d'assaut le bastion principal des rebelles, Numance, et appliqua les mêmes méthodes qu'il avait utilisées contre Carthage. La mise en œuvre d'une stratégie de couche, similaire à Carthage, eut lieu lors de la révolte des esclaves en Sicile, réprimée en 132, Geodavigice. Cependant, les gens oubliant la douleur une fois la blessure guérie. Les troubles apaisés, il n'était plus nécessaire d'avoir autant de personnes sous les drapeaux. Et le Sénat cessa de soutenir la loi agraire. L'écart entre riches et pauvres recommença à se creuser rapidement. Depuis que le frère aîné des Gracques fut tué en 133 à Vétier-Gibacé, le cadet mena une vie discrète, jusqu'en 124 à Vézille-Jitacé. À cette époque, la Chine était sous le règne de l'empereur Han Wudi, et Wei Qing poursuivait les Xiongnu à travers tout le pays. Le cadet des Gracques à Rome avait également atteint l'âge de 30 ans, et il fut élu tribun de la plèbe comme prévu. Mais une fois élu, il cessa d'être discret. Il proposa une série de lois, en commençant par ressusciter la loi agraire que son frère avait promulguée de son vivant. Ensuite, il promulgua une loi sur la vente de blé. L'État devait acheter du blé et le revendre aux pauvres à moitié prix. Il proposa aussi d'autres lois, sur l'armée, les services publics et la fondation de colonies urbaines. Pour le service militaire, l'emploi ou l'économie, il œuvra pour améliorer le sort des pauvres. Le frère cadet encouragea la création de villes coloniales dans des lieux stratégiques, y compris à Carthage, récemment détruite. La pratique romaine de fonder des villes coloniales influença les générations futures. De nombreuses villes européennes modernes en sont issues. Des recherches ont confirmé qu'elles se sont développées sur la base des anciennes villes coloniales romaines. Le frère cadet des Gracques proposa également une réforme du jury encore plus radicale. Auparavant, tous les membres du jury étaient issus du Sénat. Les membres du Sénat furent exclus du jury, mais ce n'était pas tout. Le cadet des Gracques proposa une réforme du droit de citoyenneté plus radicale. Le droit de citoyenneté était une question d'une sensibilité, car il concernait les intérêts des citoyens romains. Après être devenue la puissance de la Méditerranée, la citoyenneté romaine était devenue un privilège convoité. Même des sénateurs Scipion l'Africain n'osaient y toucher. Mais le cadet des Gracques osa réformer la citoyenneté. Il voulait intégrer davantage d'étrangers en tant que citoyens romains. Mais le gâteau n'est qu'un, et plus il y a de personnes à le partager, plus la part de chacun diminue naturellement. De plus, le frère cadet des Gracques réussit à être réélu tribun de la plèbe, ce qui obligea le Sénat à trouver un moyen d'éliminer cette épine dans son pied. Ils menèrent donc une offensive sur deux fronts contre lui. D'abord, ils le calomnièrent et l'attaquèrent violemment, affirmant que toutes ces réformes n'avaient pour but que de gagner des voix et de concentrer le pouvoir entre ses mains. Ensuite, ils installèrent un tribun de la plèbe fantoche pour s'opposer à lui. Cet homme s'appelait Livius. Lui aussi proposa d'innombrables lois, et elles étaient même encore plus radicales que celles du frère cadet. Le Sénat approuva toutes ces lois, mais n'avait aucune intention de les appliquer. Leur seul but était de faire tomber le frère cadet. Finalement, celui-ci échoua lors de sa troisième candidature au poste de tribun de la plèbe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bien qu'il n'ait pas pu continuer à exercer ses fonctions, il comptait encore de nombreux partisans. Les affrontements entre les deux camps se multiplièrent jusqu'à ce que le frère cadet des Gracques soit accusé de trahison. Le Sénat envoya l'armée pour les réprimer, et au final, le nombre de personnes tuées aux côtés du frère cadet des Gracques atteignit 3000. Comme pour le frère aîné, leurs corps furent jetés dans le Tibre pour nourrir les poissons. Tous les efforts des frères Gracques furent ainsi emportés par le courant du fleuve. Les générations suivantes ont résumé les raisons de l'échec des réformes des frères Gracques. Leur vision était trop en avance sur leur temps. La plupart des gens ne s'intéressaient qu'au présent. Et si l'on entreprend des réformes qui dépassent le niveau de compréhension de la majorité, elles sont vouées à l'échec. Il est difficile de réussir. Un érudit a un jour déclaré que les pionniers dépourvus de soutien militaire ont du mal à échapper à l'échec. Les frères Gracques en sont un exemple frappant. Et 70 ans plus tard, César a connu un sort similaire. Abonnez-vous à Animistica pour ne rien manquer. Likez, partagez et rejoignez-moi tout de suite pour un nouveau voyage dans l'histoire.